Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette soirée lors de laquelle on va découvrir comment nous pouvons tous ensemble collaborer pour diminuer les dégâts et les mésaventures dues au ruissellement. Donc pour ouvrir cette soirée, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Clotu, le conseiller communal en charge des travaux publics. Merci. Monsieur le directeur, les autorités communales de Cornaux vous remercient d'avoir choisi notre village pour la présentation des dangers liés au ruissellement et de votre aimable invitation. Madame Isabelle Véder, présidente de commune, me prie de l'excuser, retenue par d'autres obligations. Aussi, mesdames, messieurs, au nom des autorités communales, je vous souhaite la bienvenue et vous adresse nos plus cordiaux messages. Le sujet de cette séance dangers liés au ruissellement, organisée par l'ECAP, est tout à fait d'actualité. Nous pouvons le constater assez régulièrement par les médias. En effet, avec le dérèglement climatique, l'intensité et la fréquence des intempéries, comme on peut s'en rendre compte proche de chez nous, en France, les chaînes de télévision nous montrent les dégâts très importants causés par les eaux. Et plus proche de chez nous, rappelons-nous de l'épisode en 2019 au Val-de-Rue, et il y aura juste un an, dans 20 jours, à moins d'1 kilomètre, Cressier. Aussi, par les temps qui courent, les séances d'information proposées par l'ECAP se justifient pleinement. Mes compétences dans ce domaine étant très limites, sans plus attendre, je vais céder ma place aux orateurs de cette soirée en vous souhaitant une excellente séance. Merci. Mesdames, Messieurs, à mon tour, au nom de l'ECAP, de vous souhaiter une très cordiale bienvenue à cette soirée. Le fait de vous voir aussi nombreux nous fait plaisir, d'une part, mais d'autre part, il nous montre à quel point la problématique qu'on a choisi de traiter est d'actualité, vous concerne, et montre aussi à quel point vous êtes avec nous disposés à faire quelque chose contre ce type de danger. C'est vrai que nous avons choisi une démarche un tout petit peu, inhabituelle pour vous inviter, pour vous montrer comment, à titre personnel, vous pouviez être concerné par la problématique du ruissellement en superposant simplement une photo de votre bâtiment avec la carte de ruissellement mise à disposition par l'OFEV. L'idée de notre côté, et bien loin de nous cette intention, n'est pas de vous faire peur. Je crois que les dernières années ont été assez anxiogènes avec toutes sortes d'événements qui se sont succédés. Donc pour nous, c'est plutôt de vous sensibiliser, de vous rendre attentif à une problématique plutôt que de vous faire peur. On va vous apporter plutôt des solutions qu'une couche supplémentaire d'anxiété par là au travers. Je dirais que l'ECAP, voilà, on va y aller comme ça, l'ECAP se veut une institution solidaire et au service de ses assurés et de la population neuchâteloise. C'est pour ça que sous un même toit, nous réunissons la prévention qui vise à éviter que des dommages se produisent, l'intervention avec la coordination des sapeurs-pompiers pour réduire l'impact d'un événement quand il se produit quand même, et puis l'assurance, en fin de compte, pour pouvoir vous indemniser, en tout cas au plan financier, réduire l'impact de ce qui s'est passé. Récemment, j'ai eu l'occasion, je vais essayer de passer au suivant, j'ai eu l'occasion de voir les résultats d'une étude produite aux États-Unis, mais qui est tout à fait valable ou transposable en tout cas dans sa philosophie dans nos régions, qui montrait qu'un franc investi en prévention permettait d'économiser jusqu'à 4 francs de dommages et de réparations ultérieures. Et je pense que les proportions restent valables chez nous, mais surtout ce qu'on ne se rend pas compte et ce qui n'est pas pris en compte dans ce genre d'études, c'est tous les désagréments, tous les cheveux blancs, tout le temps perdu qu'on peut avoir quand il se produit un événement
Et puis surtout, tout ce qui n'est pas remplaçable par une assurance, que ce soit par nos collègues des assureurs privés ou par les CAP, c'est tout ce qui est valeur affective, les souvenirs, les objets qu'on perd et qu'on ne remplacera jamais. Alors, pour essayer de vous expliquer un tout petit peu ce qui peut être fait, quelle est la problématique dans laquelle on évolue, nous avons essayé ce soir de réunir un panel d'intervenants qui est tout à fait complet, j'ai l'impression, et que vous n'aurez pas l'occasion de rencontrer, en tout cas à la même place, vraiment fréquemment. Donc, je vous invite d'abord à profiter de leurs exposés et puis ensuite à ne pas hésiter à poser des questions dans un deuxième temps à la fin de la séance. Ce soir, c'est Madame Kimberly Meese qui sera notre modératrice et qui fera le lien, le ciment un tout petit peu entre les différentes présentations. Je la remercie déjà de sa contribution. Donc maintenant, je vais céder la place à Monsieur Chupisser, qui est responsable du secteur prévention de l'ECAP et qui va vous parler de l'actualité des éléments naturels. Voilà, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. J'ai grand plaisir à être devant vous ce soir pour vous amener un bref aperçu de la situation actuelle qu'on vit dans le canton, qu'on vit de par le monde, vous allez le voir, en fonction avec l'évolution du climat et puis les effets justement liés à ces éléments naturels. Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? C'est la question qu'on s'est posée au sein de l'ECAP au moment où on a essayé de se mettre en phase avec une idée de campagne. Quelques éléments marquants dans le canton, vous avez là quelques dates, à savoir 1999, c'est l'élément majeur, je dirais, dont on se souvient au niveau élément naturel, parce que c'était en période de Noël, on était le 26 décembre, et puis c'est donc Lothar qui avait provoqué des dégâts sur plus de 6000 bâtiments dans le canton de Neuchâtel, 15 millions de dégâts. Ensuite, en 2018, on a eu un ouragan, Eleanor, où là, on a eu 1302 sinistres. Et puis, les deux éléments les plus marquants, eh bien, ce sont ceux du Val-de-Rue tout d'abord, en 2019, où là, on était au mois de juin, le 21 juin, et on a eu des inondations à Dombresson, Villiers et Le Paquier. Des dégâts conséquents, beaucoup de bâtiments touchés, à savoir 327 bâtiments ont été touchés, un peu plus de 13 millions de dégâts. Et puis là, ce sont des pluies torrentielles, des précipitations qui représentaient l'espace de 1 mois de précipitation en 3 heures de temps, donc quelque chose de très intense. Et puis, pour finir, alors plus proche de nous, Cressier, où on est là en 2021, au mois de juin également. Il faut savoir qu'on a d'abord eu, en cette année un peu particulière, de la grêle dans les vallées, au niveau des montagnes. Ensuite, on a eu le 22 juin des crues et des laves torrentielles, on appelle ça comme ça, c'est un terme technique, mais ça donne bien une image du propos. Laves torrentielles à Cressier, des hautes eaux du lac simultanées, et le 24 juillet, encore une fois, de la grêle sur le littoral. Cette année 2021 a été une année horrible pour nous, à savoir qu'on a passé les 60 millions de dégâts éléments naturels sur les bâtiments. Vous dire qu'il s'agit là de l'année la plus noire en termes d'éléments naturels et de dégâts depuis la création de l'établissement, un peu plus de 200 ans, donc en 1810. Cette année a fait effectivement, comme je vous le dis, plus de 60 millions de dégâts. C'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. On a en Suisse plus d'1 milliard de dégâts qui ont été reconnus. Et puis, un petit peu plus proche encore, l'année passée, 2022, vous vous souvenez encore de cette canicule qui était une canicule record en Europe, la plus chaude qu'on ait répertoriée depuis qu'on répertorie justement ces températures. Donc, ça vous pose un petit peu le décor et ça me mène à vous parler de l'évolution du climat. Cette évolution, comment est-ce qu'elle est perçue? Eh bien, on a ici une possibilité de vous dire qu'un enfant qui serait récent sur cette terre, qui viendrait de naître, eh bien, durant sa vie, il aura la possibilité de voir 4 fois plus d'éléments marquants dans sa vie que ne l'a vu son grand-papa. La communauté scientifique, de son côté, eh bien, elle nous alerte depuis quelques dizaines d'années, 30 à 40 ans, qu'on nous dit franchement, le climat est en train de se dérégler, d'évoluer,
et c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Sur une échelle de 1 à 10, je vous pose la question, comment est-ce que vous évaluez la qualité sécuritaire de votre bâtiment? Est-ce que vous pensez être réellement en sécurité, ou alors est-ce que vous pensez avoir quelque part des éléments à améliorer peut-être pour garantir cette sécurité? Je ne vous pose pas la question directement, gardez-la à l'esprit et peut-être qu'en sortant, votre sentiment aura évolué en fonction de ce qu'on va vous présenter ce soir. Dans le monde, quelques images peut-être pour illustrer un petit peu le propos. On a différents éléments naturels qui ont tendance à se marquer ces derniers temps. On a notamment, depuis 2 semaines, le nord de l'Italie, dans lequel on a pu repérer des pluies diluviennes. On a 36 000 de personnes qui ont été déplacées. Quelque chose de conséquent, on est du côté de l'Émilie-Romagne, où on a des bâtiments qui sont préservés, qui sont répertoriés du côté de l'UNESCO. Et puis, un petit peu plus proche de chez nous, c'est la dernière image que je vous fais apparaître maintenant. Eh bien, il s'agit des Grisons, le village de Brienz, qui a dû être évacué parce qu'il est menacé par des chutes de rochers qui sont en amont sur ce pan rocheux qu'on a appelé le Rutsch. Donc, il a été nommé comme ceci, non pas par hasard, évidemment, mais parce qu'il est justement menaçant pour le village. Donc là, il s'agit de 2 millions de mètres cubes de rochers qui peuvent dérocher, justement, se libérer. Et puis, c'est plus de 80 ménages qui ont dû être évacués à la hâte. Donc, ça vous montre bien un état de situation assez conséquent dans le monde et évidemment en Suisse également. Pour ce qui est de l'évolution du climat, eh bien, on sait depuis 1850 que les glaciers ont tendance à fondre. On a cette phrase dont je vous ai fait part tout à l'heure du constat qui nous dit qu'un enfant d'aujourd'hui verra 4 fois plus de dégâts éléments naturels, donc d'éléments majeurs éléments naturels, que son grand-papa. J'ai la chance d'être 2 fois grand-papa. Quand je regarde mes petits-enfants et que j'imagine qu'ils en verront 4 fois plus que moi, alors que j'ai l'impression d'en avoir vécu déjà quelques-uns, eh bien, ça me fait bien réfléchir. Vous dire aussi que le dérèglement climatique, évidemment, il agit à différents endroits. Il a des effets qui sont notoires sur différents plans, mais ce qui va nous rassembler ce soir, et ce sera le sujet de nos propos, c'est les effets qu'il aura sur le patrimoine bâti. Voilà, est-ce qu'on peut tout indemniser? Est-ce qu'il est possible d'avoir quelque part un retour, alors même qu'on aurait été sinistré au niveau du bâtiment? Eh bien, à partir de là, il faut tenir compte de la vulnérabilité des bâtiments. Tous les bâtiments ne sont pas vulnérables de la même façon, et c'est ce qu'on aura l'occasion de voir ce soir. Pour ce qui est des indemnités, bien entendu, vous êtes assuré à l'ECAP pour ce qui est du bâtiment chez les assureurs privés. Pour ce qui est des choses, ça veut dire le mobilier, le matériel, et qu'est-ce qu'il en est, quelque part, de la valeur sentimentale, de l'aspect affectif? Est-ce qu'au moment où on peut subir un sinistre, alors même qu'on va être indemnisé pour tout ce qui se repaît, mais qu'est-ce qui va en être des choses qu'on aura perdues et qui sont plutôt de l'ordre sentimental? C'est la question qu'on se pose, et c'est là-dessus, quelque part, qu'il faut qu'on s'arrête également, parce que personne n'assure ces éléments-là. Vous faire un point de situation maintenant, un constat simple, sachant que nous avons la possibilité, avec le portefeuille d'assurance que nous avons, de voir l'évolution des sinistres. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau feu, depuis quelques années, on a quelque chose qui est relativement bien maîtrisé, à savoir qu'on a des bases légales, on doit construire en respectant certains critères, certains standards de sécurité, et c'est une question de chance également, bien entendu, mais on se rend compte que sur ces quelques dizaines d'années qui viennent de passer, eh bien, l'évolution est somme toute maîtrisée. Alors que pour ce qui est de l'élément naturel, eh bien, vous le voyez, on a une courbe qui a tendance à s'infléchir. Et 2 éléments sont marqués sur ce slide qui vous est proposé. C'est d'une part le côté de la violence des pics qu'on voit là. Ça veut dire que ces pics sont de plus en plus hauts. Ça veut dire qu'ils vont provoquer de plus en plus de dégâts en termes de coûts. Et puis, la fréquence de ces événements est de plus en plus proche. Si on regarde un petit peu en début de courbe, eh bien, sur la gauche, on se rend compte qu'effectivement, on a quelque chose d'assez linéaire. Et puis, on commence à avoir un premier pic, c'est celui de l'Otard. Et puis, alors, s'ensuit les quelques pics que je vous ai illustrés en début d'exposé. Notre mission, quelle est-elle? Eh bien, ça vous a été dit par notre directeur, donc 3 missions, l'assurance, la prévention et l'intervention. Et là derrière, eh bien, notre approche est celle-ci.
quand on parle de mission chez nous, on va essayer de diminuer les dommages en augmentant la résistance des bâtiments. C'est quelque chose qui nous importe. Le but étant que ces bâtiments tiennent mieux le coup au moment où ils seraient sollicités par un événement naturel. Comment est-ce qu'on peut arriver à cela? Eh bien, c'est en mettant en œuvre des mesures qui permettraient justement de garantir cette sécurité. Et puis, bien évidemment, c'est aux propriétaires privés, mais aussi aux collectivités publiques, de mettre en œuvre la protection de leurs biens, et c'est ce qu'on va vous montrer ce soir. La stratégie que nous avons tenté de définir, eh bien, je vais essayer de vous la démontrer avec ce graphique qui est présenté à vous. À savoir que nous avons tout d'abord une part d'analyse. L'idée est d'essayer de comprendre la sinistralité, comprendre ce qui se passe dans le canton, comprendre quelle est l'évolution justement de cette sinistralité. Dans quel sens va cette sinistralité? Ensuite, la deuxième interrogation, c'est de se dire quels sont les risques auxquels les bâtiments s'exposent. À partir de là, notre approche, notre stratégie va sur l'effet des mesures qu'on pourrait mettre en place. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser un bâtiment? Bien entendu, on peut faire ce qu'on appelle mettre ceinture et bretelles, à savoir tout renforcer, renforcer une toiture, renforcer une charpente, renforcer les murs, les portes et autres, mais vous pensez bien que c'est quelque chose qui va coûter cher et qui sera peut-être utile un jour, donc ce serait totalement disproportionné. Par contre, on a possibilité, par des petits moyens, de se mettre en sécurité et c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Et puis le dernier élément, eh bien, c'était de se poser la question de quels sont les ressorts qui pourraient inciter les propriétaires justement à mettre en œuvre certaines mesures qui les mettraient en sécurité ou qui mettraient leurs biens en sécurité. Là derrière, évidemment, il y a des désagréments qui peuvent arriver si on a des problèmes de ruissellement qui pénètrent dans le bâtiment, des problèmes d'humidité qui vont rester, qui vont perdurer, qui vont amener peut-être des odeurs, des moisissures subséquentes, mais il y a surtout cet aspect dont je vous parlais, qui est l'aspect émotionnel, qui va bien au-delà de l'aspect financier. Et c'est quelque chose vraiment pour lequel, comme je vous l'ai dit, personne ne pourra rien vous promettre, personne ne peut vous assurer contre ce phénomène. Les dommages, eh bien, nous avons essayé de comprendre aussi quels sont les dommages qui peuvent arriver sur un bâtiment qui serait soumis à l'élément naturel. Et puis, on s'est rendu compte que le mode de construction portait un tribut assez large justement à cette possibilité de dommages. Nous avons tout d'abord la situation du bâtiment, à savoir qu'un bâtiment sera implanté à un endroit où il sera peut-être plus ou moins exposé aux éléments naturels. Un deuxième phénomène, c'est celui de la volumétrie du bâtiment, à savoir un petit bâtiment, évidemment, passera peut-être entre les gouttes, si je puis dire, mais un grand bâtiment va être fortement exposé au vent et aux différents aléas. Le type de construction entre en compte également, à savoir si on a une construction qui est massive, qui est solide, qui va justement résister. C'est un petit peu l'idée des trois petits cochons, si vous me passez l'expression, où on a possibilité là de voir différents types de constructions qui résistent plus ou moins. On a évidemment les détails de la conception qui vont entrer dans la balance. On a le choix des matériaux. Là aussi, on avait par le passé beaucoup de matériaux massifs. On avait des moellons, on avait de la brique, on avait du béton. On retrouve des bâtiments qui sont quelquefois séculaires et qui tiennent toujours leurs promesses. Et on a des bâtiments plus récents qui sont très bien construits. On a aussi des constructions plus légères avec des ossatures, avec des bardages, avec des blindages qui, soumis justement aux éléments naturels, vont être un peu plus vulnérables, etc. La liste est assez longue. Voilà, comment protéger nos bâtiments? Eh bien, c'est vraiment la question de fond qui nous a mené à proposer cette campagne. La protection des bâtiments, eh bien, on sait qu'au niveau feu, on peut essayer de se prémunir d'un feu. Ça veut dire qu'on peut essayer de l'éviter par un bon comportement, par une construction bien adaptée. On peut essayer d'éviter d'abord le feu et puis, s'il devait arriver, eh bien, essayer de limiter les dégâts par un cantonnement, par tout ce qu'on aura mis en place. Par contre, au niveau des dangers naturels, eh bien, ils arrivent quand ils arrivent. On peut les voir arriver parce que les services météo vont nous le dire, les radars vont nous les annoncer, mais on ne pourra pas, au moment où ils sont prévus, eh bien, on ne pourra pas les stopper. On pourra juste essayer de limiter les dégâts. Et c'est justement en amont qu'on doit essayer de construire intelligemment pour être préparé à ce genre d'événement. Les différents acteurs qui entrent en compte, eh bien, vous les avez sous les yeux. On a tout d'abord la Confédération. La Confédération, c'est l'Office fédéral de l'environnement qui chapeaute toute cette problématique de l'élément naturel en Suisse. Ensuite, on a au niveau du canton
2 départements, à savoir le département du développement territorial et l'environnement, celui de M. Laurent Favre, et puis le département de l'économie, de la sécurité et de la culture, qui est celui mené par M. Alain Ribaud. Évidemment que les communes sont concernées par au plan d'aménagement, par au plan de quartier, les zones habitables, les zones qui seraient urbanisées. Et puis, en dernier lieu, ce sera le propriétaire avec évidemment, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, l'appui de l'ECAP. L'idée, c'est que la chose doit se gérer dans son ensemble. Et puis, là derrière, on se rend compte qu'il y a un cercle de maîtrise qui est entre vos mains en tant que propriétaire et on aimerait justement attirer votre attention ce soir. Nous n'avons pas cherché à être alarmistes, ça vous a été dit en préambule. On a peut-être un petit côté anxiogène dans la chose qu'on vous a envoyée, cet hameçon, si je puis dire, où on a essayé de sensibiliser les propriétaires en montrant que dans le cadre de leurs biens, eh bien, il peut justement se passer quelque chose. Mais à partir de là, c'est vraiment une carte indicative qui est vraiment à la base de cette interpellation, si je puis dire, à savoir que cette carte va donner des recommandations. C'est une carte qui est là pour vraiment essayer de donner des indications. Elle n'est pas contraignante, elle n'est donc pas coercitive. Il faut bien retenir ce principe-là. L'aléa de ruissellement est donné sous forme d'indication au travers de la carte qui vous a été soumise. En termes de durabilité, notre campagne est tout à fait inscrite dans ce cadre-là. On a la possibilité et la vocation d'encourager les propriétaires à rendre leurs biens le plus durable possible. On a envie que ce qui est construit perdure, que ça puisse être transmis peut-être de génération en génération, et puis que les investissements faits permettent justement de veiller à garder ces biens le plus longtemps possible. En termes d'analyse, je vous montre peut-être les éléments naturels qu'on repère dans le canton sur ces 40 dernières années qui sont symbolisés ici, où vous voyez que la grêle et le vent portent un très fort tribut aux dégâts sur les bâtiments. On voit que tout le canton est potentiellement touché par ces risques. Il n'y a pas une seule zone du canton qui serait à l'abri du vent ou de la grêle. Bien entendu, on a des couloirs de grêle qui sont assez marqués sur les cartes, on les voit apparaître. On se rend compte aussi que le vent, eh bien, certaines zones sont un petit peu plus exposées, mais somme toute, toutes les zones du canton, toute la géographie du canton peut être soumise à ces éléments. Par contre, au niveau de l'eau, eh bien, on voit qu'on a la 3e position, c'est la pile bleu ciel qui est là, où on se rend compte qu'on a possibilité d'agir sur cet aléa. Et puis, si on dit qu'on va agir sur cet aléa, c'est qu'on peut le faire de façon modeste, avec de petits investissements qui vont justement amener de grands effets en lien avec cette sécurité. Voilà pourquoi nous avons choisi de nous intéresser davantage à l'aléa de ruissellement. Et de là est partie notre idée de campagne qui va vous être exposée ce soir. J'espère avoir été clair. Je vous remercie chaleureusement de votre écoute. Et puis, Madame la modératrice, je vous repasse la parole. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Jean-Bernard Simonet avec nous, qui est le conseiller communal en charge du Dicaster des travaux publics, infrastructures, énergie de Cressier, qui va nous faire part de son expérience lors de la catastrophe qui a malheureusement touché sa commune il y a 2 ans. Et donc, je vous invite à venir ici. Bonsoir mesdames, messieurs, les meilleures salutations de la commune de Cressier, à tous ceux qui sont parmi nous. Et je suis là pour représenter la commune ce soir. Notre président est en vacances, mais la raison c'est que j'étais président lors de cette catastrophe. En premier lieu, concernant toujours le ruissellement, je me permettrai juste de vous faire une petite remarque. Le ruissellement peut engendrer des phénomènes de crues, des cours d'eau, certes, mais également inonder directement des bâtiments qui sont hors de la zone d'expansion de la crue. Ça, je pense que c'est un leitmotiv à ne pas oublier, que tout ne peut pas être prévu d'avance.
Voilà. En date du 22 juin 2021, l'orage stationnaire qui s'est abattu sur Cressier et ses hauteurs, Ange, Comvallier, La Dame, Chaumont, a causé d'innombrables dégâts. Suite à des appels de la part de la population, les services d'urgence ont été très rapidement mobilisés. Au vu de l'ampleur, le plan Orcan a été déployé et a directement pris en charge le commandement des opérations. Le conseil communal et l'administration sont sous le commandement de l'ORCG, ont également rapidement été mobilisés. Les premières mesures d'urgence ont été prises directement durant la nuit afin de mettre sur pied un plan catastrophe visant à prendre les premières mesures d'urgence. Une des premières missions communales a consisté à fournir de l'eau potable à la population en attendant que l'eau du réseau soit décontaminée. Grâce à l'excellente collaboration de l'ensemble des protagonistes, l'eau potable a été remise en service le samedi après-midi, soit moins de 96 heures après la catastrophe. Là, il y a quelque chose. On va y arriver. Voilà. OK. Dès le mercredi matin 22 juin, au lever du jour, les machines des entreprises mandatées se sont mises au travail afin d'évacuer les milliers de mètres cubes de déchets charriés par le Ruau et le Mortru. Cette opération s'est étendue sur plus de 2 semaines. À titre indicatif, ce ne sont pas moins de 147 véhicules qui ont dû être évacués et éliminés, ainsi que plusieurs milliers de tonnes de gravats et de déchets provenant des caves, des habitations et de leurs réduits. Sans la mobilisation de centaines de bénévoles venus du canton et d'ailleurs, ainsi que l'appui de l'armée durant 6 jours, il n'aurait été pas possible de faire face à une telle catastrophe. Que toutes les personnes concernées soient ici chaleureusement remerciées. Dans les photographies ci-après, vous constaterez la force de l'eau lorsque celle-ci est en mouvement. Donc, ici, le haut de la rue des Saint-Martin, plutôt Vieux Moulin, promenade Jean-Jacques Rousseau et la rue des Saint-Martin. Vu la hauteur des gravats qui se sont accumulés à cet endroit, on aperçoit la tête de la chèvre de la Petite Fontaine. Plus de 2 mètres de gravats y sont accumulés à cet endroit. Aussi, l'afflux d'eau, là, la rue Sans Soleil, on voit le flux d'eau d'environ 65 cm et l'entrée sur la gauche de l'écran, l'entrée d'un garage souterrain complètement envahie. L'eau touchait le plafond de ce garage. Là, le chemin du Vieux Moulin, on voit sur la photo en haut à droite l'arrière d'une voiture. Cette voiture s'était engouffrée dans le lit du Ruau, où à cet endroit-là, il passe derrière une bâtisse sous une pré-terrasse. Et c'est de ce point-là que les gravats se sont accumulés sur le centre du village. Reste à savoir, on se pose toujours la question, sans la voiture, quelle orientation cela aurait pu prendre. Je pense que la partie encore plus en bas le ruisseau aurait pu être endommagée, peut-être vraiment plus sévèrement. Ici, vous voyez le Vieux Moulin, lorsque les eaux se sont calmées, on voit bien l'état des lieux, tout ce qui a pu être emmené et les dégâts causés aux murs, aux emplacements et tout ce qui va de soi avec. La rue Vallier, 2 jours après la catastrophe, si on peut dire, on voit la boue
Ah, je ne l'ai pas tourné, ouais. Excusez-moi. Voilà. On voit là encore la boue sur la rue Vallier, on voit le haut du parking, les autos en ont encore jusqu'à hauteur des portes, les gravats qui commencent à sortir des caves, des réduits et autres, et puis en arrière-plan le château, puis devant les gens, les bénévoles qui venaient se restaurer sur le coup de midi ou des pauses intermédiaires. Ici, une photo qui a été prise à Frochot, derrière le domaine Boila, la ferme Boila, où passe le Mortru. Juste en bas de la photo, là, il y a une embouchure qui est canalisée et qui traverse la route cantonale pour descendre la rue du Roc et ensuite retomber dans la combe du Bois-Neuf pour finir le débordement aux Argiles Est, il a fini sa course au niveau des dégâts prononcés. Le point suivant, ici, le passage sous voie, vous montre quand même l'eau jusqu'où elle a pu aller. Hein. Le passage sous voie était complètement sous l'eau. Pas oublier. Oui, il est là, c'est bon. Oui. Ça, c'est le passage sous voie. Là aussi, hein, ça a débordé et puis ça a aussi inondé passablement de maisons et d'immeubles au sud de la ligne de chemin de fer. On voit la hauteur, là, le point bleu, là, si vous le voyez, qui nous montre la base du pont ferroviaire. Ici, la route de Neuchâtel est une des bâtisses. Les amas de boue aux abords de la route cantonale et la hauteur de l'eau sur les murs de l'habitation qu'on voit là. Et puis, on voit également les endroits où les infiltrations ont eu lieu. On pourrait aussi, à la limite, faire défiler des centaines de photos, mais toujours le même constat, l'impuissance devant de telles forces. En conclusion, comme vous avez pu le constater dans les images précédentes, la force de l'eau est telle qu'il ne nous a malheureusement pas été possible de la retenir en entier dans le village. Certaines maisons ont pu être épargnées de par les travaux de protection qui avaient été réalisés par le passé. Il convient néanmoins de préciser que nous avons eu énormément de dégâts matériels, mais fort heureusement aucune perte humaine. Juste une histoire de chiffres, les premières mesures d'urgence qui ont été organisées, enfin décrétées en accord avec le canton, Mme Robert et son service, ont coûté 3 250 000 francs, dont le 64% était à la charge de la commune pour une première phase. La deuxième phase sera présentée plus tard ou peut-être déjà discutée ce soir de ce qui est possible de faire. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Merci. Maintenant, nous allons accueillir Mme Elisenda Bardina, qui est experte prévention éléments naturels à l'ECAP et qui va nous éclairer sur les dangers naturels locaux et l'aléa ruissellement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir nous voir et vous intéresser à cette problématique qui nous occupe tous les jours. On a déjà parlé un peu de danger naturel ce soir. On vient de voir un sacré exemple avec la crue de Cressier. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne un instant pour un peu mieux appréhender ces dangers naturels et aussi que je puisse vous expliquer un peu mieux cette carte de l'aléa ruissellement, que vous puissiez comprendre ce qu'elle indique et quelles sont ses limites et que vous compreniez aussi pourquoi l'ECAP s'est intéressé particulièrement au ruissellement. Voilà, donc on parlait tout à l'heure de dangers naturels. C'est assez facile à comprendre. Les dangers naturels, c'est en fait deux grandes familles. En premier lieu, la famille des gravitaires et la famille des météorologiques.
Les dangers gravitaires viennent du sol, donc tout ce qui vient en bas, on va dire. La famille des météos, eux, ils viennent du ciel. Et nous, on est au milieu. Alors, si je me penche un peu plus sur ce portrait de la famille gravitaire, qu'est-ce que j'y trouve? Eh bien, en premier lieu, on parle de chute de blocs. Chute de blocs, ici un exemple au pont de Martel, où c'est simplement des blocs qui se détachent de la falaise, qui tombent et qui vont s'arrêter là où ils peuvent. En l'occurrence, ici, c'est le mur d'une maison. Ça arrive parfois, pas trop chez nous, mais quand même, ça arrive. C'est un danger dont les sinistres sont indemnisés par notre établissement. Chez les gravitaires, on trouve aussi les glissements de terrain. Ici, un exemple sur une route dans le Val de Travers. Donc, c'est un morceau de territoire qui, sous l'effet de l'eau, de l'érosion, etc., se détache complètement et va bouger vers l'aval en emportant tout ce qu'il a dessus. Et en général, ça cause passablement de problèmes à l'aval et également à l'amont. Un autre phénomène qu'on trouve aussi dans nos régions, c'est celui de l'affaissement. Voilà. L'affaissement donc d'olines ou en posieux dans notre environnement karstique, eh bien, on a régulièrement des zones qui sont érodées par les eaux. Et puis, on ne le voit pas forcément en surface, mais tout d'un coup, le terrain s'effondre. Donc, c'est un phénomène qui se passe régulièrement dans nos montagnes. Un autre phénomène gravitaire dont on vient de parler, c'est celui de la crue. Donc la crue, c'est vraiment la crue du cours d'eau, c'est-à-dire que lorsqu'on a une période de précipitation plus ou moins intense, le débit de la rivière va enfler, donc c'est ça qu'on appelle la crue du cours d'eau. Et à partir du moment où le débit est trop important pour le lit de la rivière, eh bien là, il va déborder et il va venir inonder toute la zone autour. Donc quand on parle de la crue, c'est bien de la crue du cours d'eau. Son cousin, c'est l'exhaussement des lacs. Et là, on a un exemple de la capitainerie du Landron en 2021, où, eh bien, par l'effet de la montée des eaux des lacs de Bienne et de Neuchâtel, eh bien, la capitainerie s'est retrouvée plus que les pieds dans l'eau. S'agissant maintenant des dangers météorologiques, eh bien, sans surprise, on trouve le vent. Le vent qui cause passablement de dommages dans notre canton. Ici, un exemple d'un garage à Beauvais. Et puis, le ruissellement, dont on va passablement parler ce soir. Ici, on a choisi une photo de la Chaux-de-Fonds. C'est la rue Charlemagne, où aucun cours d'eau ne passe. Mais vous voyez que suite à un orage important, eh bien, on retrouve un petit lac dans cette rue. Donc, le ruissellement donne ce genre de situation. Enfin, la neige, donc par le glissement de la neige et par le poids de la neige, on peut aussi avoir des dommages sur le bâtiment, à la toiture, voire même à la structure. Et en dernier lieu, la grêle. La grêle, ici un exemple à la Chaux-de-Fonds. Vous avez vu tout à l'heure que la grêle est l'élément qui, sur les bâtiments, a causé la sinistralité la plus importante les 40 dernières années. Donc, à la lumière de tout ça, on aurait pu choisir de faire une campagne sur la prévention contre la grêle, qu'on aurait appelée « Pas sur mes stores à lamelles, ni sur mes panneaux solaires, ni sur mes coupoles en polyester ». Ça, c'est si on s'était uniquement occupé de la sinistralité. Mais nous, à l'ECAP, notre mission, ce n'est pas seulement d'indemniser les propriétaires après l'événement, c'est surtout d'anticiper ces problèmes et d'évaluer quels pourraient être les scénarios à l'avenir. Donc, faire de la prévention. Alors, évaluer les scénarios à l'avenir, ce n'est pas une chose facile. On n'a pas de boule de cristal. Mais par contre, en Suisse, on a beaucoup d'entités, et M. Choupissard les a citées tout à l'heure, qui s'intéressent très sérieusement à la problématique des dangers naturels et qui génèrent beaucoup de données de base, que ce soit des études, que ce soit des analyses, des cartes, etc., qui mettent à disposition du public. Et nous, on y a aussi accès. Vous pouvez aussi y avoir accès. Donc, à la lumière de toutes ces informations, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors, je vous donne quelques exemples, juste pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit.
Là, j'ai choisi la région des Ponts de Martel, mais j'aurais pu choisir autre chose. On trouve des cartes de phénomènes, des cartes indicatives, des cartes d'intensité, des cartes de danger, des cartes d'aléa grêle, des cartes d'aléa vent et la fameuse carte de l'aléa ruissellement. Donc celle-ci, vous la reconnaissez puisque c'est celle que vous avez reçue à la maison et qui vous amène ici ce soir. Donc je vous propose qu'on passe un petit moment juste pour expliquer quelle est cette carte, qu'est-ce qu'elle montre, comment elle a été conçue et comment il faut l'interpréter. Monsieur Choupissard l'a dit tout à l'heure, c'est une carte indicative. Pourquoi elle a une portée indicative ? Eh bien, parce que c'est une carte qui présente un scénario. C'est le scénario d'un orage extrêmement violent, temps de retour 100 ans, donc probabilité annuelle de 1 sur 100, d'une durée d'1 heure qui s'abat sur la région. C'est une carte qui a été commandée par l'Office fédéral de l'environnement pour l'ensemble de la Suisse et elle date de 2018. Ce qui est important de retenir pour cette carte, c'est qu'elle a été faite évidemment pour l'ensemble du territoire suisse par une modélisation, donc c'est en gros un ordinateur qui a calculé les résultats, et ces résultats n'ont pas été vérifiés sur le terrain. On n'a pas une armada de géomètres qui allait vérifier si chaque petit muret est à la bonne hauteur. Donc peut-être, vous voyez qu'elle date de 2018, si vous la regardez et que vous avez fait des travaux, le voisin ou la commune après 2018, il se peut que la topographie soit un peu différente. Et on a déjà eu des gens qui nous ont dit « Ah, mais moi j'ai fait des travaux et du coup la situation n'est plus la même. » C'est parfait. Alors la carte indique quelque chose. Il faut savoir aussi que comme elle traite d'un orage extrêmement violent, on part du principe que toutes les canalisations sont complètement remplies, donc on ne peut plus vraiment évacuer l'eau par les canalisations et tout ruisselle. Donc un orage très très fort qui tombe sur une région, qui dure 1 heure, où est-ce que l'eau va se loger? Et la carte montre ce que ça pourrait être dans ce cas-là. Voilà, donc à la lumière de la sinistralité qui nous reflète le passé, à la lumière des scénarios et des résultats qui sont produits par l'OFEV, par le canton, par les communes, etc., nous avons demandé à un bureau d'ingénieurs de nous aider à y voir plus clair et au moment de choisir sur quel phénomène on allait partir dans notre campagne, on voulait travailler quelque chose qui soit à l'échelle cantonale, qui ait du sens. Et puis, on leur a demandé de faire une analyse qui réponde à 3 questions. Donc, en premier lieu, on a voulu savoir comment on pouvait classer ces différents dangers par degré de pertinence pour les 7 régions qu'on va visiter actuellement. Donc, le travail a été fait et pour la région ici de l'Entre-deux-Lacs, eh bien, la réponse est la suivante. La question, il faut voir les choses comme ça. Est-ce que les chutes de blocs, c'est un phénomène qui réellement aura un enjeu dans le futur pour l'ensemble de la région? La réponse est non, a priori pas. Localement peut-être, mais pas pour l'ensemble de la région. Le deuxième phénomène qui est aussi très peu notoire, c'est celui des éboulements. C'est un peu loin, je me permets de me tourner parce que ma vision n'est pas celle d'un chat. Ensuite, la neige. Oui, la neige peut à l'avenir avoir un enjeu, tout comme la grêle, évidemment, ça on l'a vu, on est dans une zone qui est quand même passablement construite, avec des bâtiments qui sont quand même vulnérables à la grêle. Viennent ensuite les questions de crues et exhaussement des lacs. Eh bien ça, évidemment, rien qu'en regardant la sinistralité, on peut dire que c'est un processus qu'on qualifiera de plus. Également le vent et le ruissellement. La deuxième question qu'on a posée à nos mandataires, c'était de savoir si parmi tous ces phénomènes, il y en a qui sont classifiés plus pour les 7 régions, puisque l'idée est bien de s'adresser à l'ensemble du canton. La réponse est oui, et ces 2 phénomènes sont le vent et le ruissellement.
Le ruissellement, ce n'est pas vraiment surprenant parce qu'en Suisse et dans le canton de Neuchâtel, c'est vérifié aussi, 2 bâtiments sur 3 sont potentiellement menacés par le ruissellement, selon le scénario de l'OFEV. Ça veut dire 65% des bâtiments. Et ça, de façon homogène. Enfin, la dernière question, et c'est ça qui est la plus importante, c'était de dire, finalement, sur ces 2 phénomènes, est-ce qu'il y en a un des 2 qui nous permettent de le contrer ou de le limiter par des mesures qui soient efficaces, qui soient sur objet, c'est-à-dire sur le bâtiment, puisque c'est ce qui est dans votre cercle de maîtrise à vous et à nous, qui soient simples, c'est-à-dire pas forcément faire des travaux dantesques, et puis qui soient économiquement supportables. La réponse est oui, et c'est le ruissellement. C'est pour ça que la campagne s'appelle « Pas dans ma maison ». Et pour conclure, un exemple ici de ruissellement pur à Lignières le 22 juin 2021. Ce n'est pas un cours d'eau qui a débordé, c'est simplement la pluie qui s'est écoulée et qui a traversé le jardin et le bâtiment de cette personne. Merci de votre attention. Donc maintenant, pour voir quelles sont les mesures simples et efficaces que nous pouvons mettre en œuvre, messieurs Tyler et Amstutz de SD Ingénierie vont venir nous présenter leur travail. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vais d'abord me présenter brièvement avant de céder la parole à mon collègue Tyler. Je m'appelle donc Olivier Amstutz, je suis ingénieur civil. Je suis un des dirigeants et propriétaires principaux du groupe SD+, dans lequel on trouve des activités d'ingénierie civile, qui est notre activité de base, avec environ 200 personnes. On est également actif dans le domaine de l'environnement, avec 50 personnes, et également dans le domaine des dangers naturels, avec une société qui s'appelle Géolution. Si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'on a choisi de développer notre groupe en s'adjoignant les services de spécialistes, parce qu'on s'aperçoit que les problématiques sont de plus en plus complexes et que le métier d'ingénieur civil ne suffit pas seul à répondre à toutes les problématiques. Raison pour laquelle on fait appel à des ingénieurs en environnement, à des spécialistes de modélisation numérique, raison pour laquelle on arrive à apporter des réponses qui sont plurielles à des problématiques qui sont, elles aussi, de plus en plus difficiles à résoudre. Comme l'a dit M. Choupisser et comme l'a dit également Mme Bardina, il est clair que généralement l'ingénieur civil il intervient en début de projet. Lorsque vous planifiez des nouvelles constructions, on est là aux côtés de l'architecte, aux côtés des urbanistes. Si vous possédez, et c'est le cas de la majeure partie des personnes qui sont présentes dans cette salle, déjà des objets existants, lorsque vous faites des transformations, c'est là généralement qu'on apporte la plus-value la plus importante. Mais ce qu'on voulait vous montrer ici, c'est des exemples simples sur du bâti existant qui permettent de limiter les risques en cas de ruissellement. Et je cède la parole à mon collègue Quentin Tyler, qui est également comme moi ingénieur civil et spécialisé en hydraulique. Voilà, donc on va vous présenter 2 cas concrets, donc des exemples de mesures qu'on peut prendre, qui sont des mesures, je dirais, assez simples. Et puis après, on va quand même faire une petite pub pour vous montrer pourquoi on peut vous aider dans ce genre de scénario qu'on a pu voir. Donc le premier exemple, c'est un exemple au niveau d'une parcelle, donc c'est-à-dire c'est un propriétaire qui peut intervenir, et c'est justement pour ça que vous êtes tous là, je pense, ce soir, c'est qu'on puisse discuter, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc le premier exemple, là, vous avez l'image de gauche, c'est un immeuble de 3 étages qui a été construit, et puis en fait, tous les problèmes de ruissellement, ils n'étaient pas intervenus. Ils ont fait le projet, l'architecte, il y a eu l'ingénieur structure qui est intervenu, puis il n'y a pas vraiment eu de question de ruissellement. Ce que vous voyez avec l'image en haut à droite, c'est que la rue, elle descend, puis il y a un point bas devant l'entrée de ce bâtiment. Puis de l'autre côté de la rue, manque de bol, ça monte aussi. Donc on a vraiment en fait un effet cuvette juste devant la maison. Quand la route a été dimensionnée, on a mis les bureaux avaient mis une grille pour évacuer l'eau. Mais manque de bol, on a eu un événement. Et cet événement, qu'est-ce qu'il y a eu? On a parlé de la grêle avant. Il y a eu d'abord de la grêle. Les grilles se sont complètement bouchées et l'eau, elle est passée par-dessus puis elle est arrivée devant l'immeuble. Manque de bol, deuxième fois, c'est que les seaux de loup étaient au niveau du parking et puis on a eu tout le sous-sol qui a été inondé. Là, on est à la fin de l'événement. On voit qu'il reste une petite hauteur d'eau, mais il faut s'imaginer qu'il y avait pas mal d'eau qui s'était engouffrée par les seaux de loup.
Donc après, on nous a demandé conseil, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc si on passe à la slide suivante, c'est tout simple. Vous allez sur le site internet qui est mentionné ici, qui est vraiment bien fait, et puis vous mettez votre adresse. Puis qu'est-ce qu'on voit sur la carte de l'aléa du ruissellement? L'immeuble, effectivement, il est touché par ce phénomène. Donc rien attendu, on a vu qu'il y a eu un événement, puis sur la carte, on voit que ça se confirme. Donc après, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le cadre de ce problème. Donc on a proposé une des mesures qui est mentionnée dans ce catalogue des mesures, donc à la slide suivante, où on verra que c'est tout simple, c'est quelque chose de peu cher. C'est les seaux de loup, on rajoute tout simplement 20 cm de hauteur. Donc on surélève tous les seaux de loup. Donc là, vous voyez, il y en a 3. L'image en bas à droite, vous voyez cette surélévation qui a été faite après coup. Donc là, on parle d'un immeuble où il y a une dizaine d'appartements, donc vous rationalisez ça sur 10 appartements, c'est vraiment un investissement qui est vraiment pas notable, enfin qui est léger, je dirais. Puis avec ça, on supprime tout ce problème. Donc la vie, elle est belle, on a fait ce projet-là. Et puis maintenant, si on voit la prochaine slide, seul problème, c'est que quand il y a eu cet événement, tous ces sauts de loup ont été faits. Puis nous, ce qu'on a quand même mentionné après coup, vous voyez le petit point d'interrogation, c'est qu'il y a une rampe qui descend au sous-sol. Alors, il n'y a pas encore eu l'événement, mais comme vous voyez à la prochaine slide, il y a un garage qui se plie. Puis si vous regardez l'image en bas à droite, on voit la lumière qui traverse. Donc nous, ce qu'on a fortement conseillé aux propriétaires, c'est de leur dire, vous êtes protégés dans un premier temps, c'est bien. Puis maintenant, ce qu'ils sont en train de mettre sur pied, c'est de se dire, il va peut-être falloir mettre aussi une porte étanche pour qu'on soit vraiment protégé de ce phénomène. Je vous ai mis toujours dans cet exemple-là une maison individuelle pour répondre à cette problématique. On leur a tout simplement montré ça. Donc de nouveau, ça fait partie des catalogues de mesures, c'est de mettre des portes de garage étanches. Donc là, je vous ai mis l'exemple où c'était une porte qui était battante et puis tout simplement, c'est une porte sectionnelle qui a été mise avec un joint latéral et au fond pour garantir que ce phénomène n'existe plus. Puis là, de nouveau, je vous ai mis aussi l'extrait de cet aléa du ruissellement qui montre aussi que c'est de nouveau un problème de rampe qui descend. Donc, il y a un risque d'avoir de l'eau qui s'accumule devant la maison. Voilà pour ce premier exemple. Je passe à l'exemple 2. Donc, vous avez vu ici que les mesures qui sont prises, elles permettent de lutter contre des hauteurs d'eau qui sont relativement faibles. C'est aussi pour ça qu'il est relativement facile de lutter contre le ruissellement. On ne doit pas faire face à des lames d'eau d'1 mètre, 1,20 mètre de haut. Souvent, c'est quelques dizaines de centimètres. Et une bonne réflexion en amont permet souvent d'éviter les problèmes. Dans l'exemple numéro 2, on intervient à l'échelle d'un quartier qui a été victime aussi d'inondations par ruissellement. Donc, ce n'est pas le débordement d'une rivière, c'est l'accumulation de l'eau de pluie. On voit ici des propriétaires qui ont déjà une première mesure. Visiblement, ils n'ont pas été inondés. Ce n'était pas leur première inondation. Ils ont mis en place un petit bâtard d'eau sous forme d'une planche. Cette mesure simple a permis déjà d'éviter que l'eau rentre en trop grande quantité à l'intérieur du bâtiment. Mais là, la réflexion qui a été faite, elle a été engagée conjointement avec la commune. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une modélisation plus précise que ce que propose la carte d'aléa du ruissellement. Cette carte d'aléa du ruissellement, elle est faite avec un maillage de 2 mètres. Ça veut dire que vous avez un point d'altitude qui est pris tous les 2 mètres. Ça signifie qu'il y a une bonne partie des détails constructifs existants, comme l'a dit Madame Bardina, des murets, des choses comme ça, qui ne sont pas prises en compte. Donc lorsqu'on veut faire des mesures un peu plus détaillées, on est obligé de modéliser à nouveau le secteur avec des données géographiques beaucoup plus précises. Et puis on voit ici les hauteurs d'eau qu'on obtient là dans le modèle et on voit les zones qui sont les plus touchées et ensuite on prend les mesures dans les zones qui sont les plus touchées. En l'occurrence ici, comme j'ai dit tout à l'heure, les hauteurs d'eau sont généralement relativement faibles. On parlait d'une dizaine de centimètres. Et il a été possible de protéger les bâtiments adjacents simplement en rehaussant les trottoirs qui, eux, faisaient partie du territoire communal. Donc c'est une mesure communale qui a été prise, ou cantonale, je ne sais plus dans le cas présent, mais enfin une mesure publique qui a permis de protéger les bâtiments des privés. Un autre élément important que tu as cité tout à l'heure, c'est cette question de la concomitance entre les différents événements. Il a cité, mon collègue, la présence de grêlons dans des grilles, mais on peut aussi imaginer la présence de feuilles mortes, d'obstructions, etc. Et ça, c'est des mesures simples que vous pouvez prendre chez vous, sur votre terrain. Entretenez vos écoulements, les petites grilles qui se trouvent au bas des escaliers, dans les points bas, etc. Faites entretenir vos canalisations régulièrement. C'est des bonnes mesures préventives. Ayez le souci de ça. Je pense que c'est une bonne chose. Je passe la parole, on est sur le 3e exemple. Donc voilà, donc c'est juste pour vous montrer, comme ça a été mentionné, il y a l'idée d'avoir ces cartes d'aléa du ruissellement, mais ce qu'on peut aussi faire quand vous êtes dans un secteur, il y a certaines communes où c'est
à plus grande échelle, ça vaut la peine des fois de soulever le problème, d'en discuter dans le quartier, avec la commune, pour voir s'il n'y a pas une réflexion un peu plus grande qui peut être prise. On vous a mis ici l'exemple, on a modélisé un bout de ville complet, donc vraiment un grand quartier. Donc l'image de gauche, c'est l'état actuel avec des hauteurs d'eau, donc plus c'est foncé, plus c'est des hauteurs d'eau importantes. Et puis dans le cadre d'un plan spécial qui est développé, l'idée c'est de dire, est-ce qu'on ne fait pas une mesure avec une digue pour pouvoir accumuler cette quantité d'eau. Donc là, c'est le point rouge que vous voyez, où on essaie d'intégrer ça directement, puis les bénéficiaires, tous les privés en profitent aussi. Donc là que c'est assez intéressant aussi, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est bien de prendre l'aspect du propriétaire privé, où vous pouvez intervenir. Puis après, si vraiment vous voyez que dans un grand quartier, c'est à plus large échelle, ça vaut la peine de commencer de discuter entre vous pour trouver peut-être à plus grande échelle une mesure qui est plus efficace financièrement, puis qui a un impact qui est un peu moins grand que chez chaque privé. La prochaine slide, vous voyez, si tu mets juste play, c'est justement une de ces catalogues de mesures qui est justement avec une digue. Tu presses encore une fois. Donc là, c'est le modèle, vous voyez cette digue qui se remplit d'eau. Ces digues, ça peut être pris au niveau d'une seule maison, mais ça peut être pris aussi pour plusieurs maisons. Donc là, vous voyez l'effet justement de cette digue qui permet d'accumuler l'eau, du ruissellement de surface et de tout avoir à un endroit centralisé, qui est une zone agricole, où l'exploitant il sait qu'il y a potentiellement de temps en temps de l'eau qui s'accumulera. Mais en fait, ça nous permet de protéger plusieurs bâtiments que vous voyez plus au nord. Donc avec ce genre de modèle, on arrive à être un peu plus précis que la carte d'aléa du ruissellement, mais c'est clair que la première étape, c'est déjà la carte d'aléa du ruissellement. Pour avoir une vue globale, ça vous permet déjà, vous, de cibler un peu s'il y a un gros souci ou pas. Et puis en fonction de ça, après, on peut commencer de zoomer un peu plus, puis prendre des éléments locaux en compte. Donc voilà, ça c'était un peu notre partie où c'est qu'on intervient aussi en tant que bureau d'ingénieur. Pardon, en complément de ce que vient de dire mon collègue, il est très modeste, mais ça a l'air simple, ces calculs-là, mais il faut savoir qu'un modèle à l'échelle du quartier, comme il a été montré tout à l'heure, c'est 2 jours de calcul complet qui tournent sur un ordi de dernière génération équipé de tous les processeurs possibles. Donc c'est vraiment du calcul qui est lourd, hein. Ça a l'air de rien, le résultat a l'air simple, mais c'est des calculs qui sont compliqués, qui nécessitent de la compétence, parce qu'un résultat, il va toujours sortir de l'ordi, hein. Ça c'est clair, vous aurez toujours quelque chose au bout, mais ce qui est important, c'est ce qu'on y met. C'est la façon dont on modélise les choses et c'est notre travail au quotidien pour vous protéger. Merci beaucoup pour ces exemples d'actions concrètes. Maintenant, nous allons accueillir M. Christian Mella, qui est agent général La Vaudoise et membre de la Chambre cantonale neuchâteloise des agents généraux, qui va nous aider à mieux comprendre le fonctionnement des assurances privées. Voilà, bonsoir mesdames, messieurs. Effectivement, je suis l'agent général de La Vaudoise, mais ce n'est pas du tout à ce titre que je suis là devant vous ce soir. Je représente la Chambre cantonale des agents généraux. Je crois que ça vaut la peine en 2 minutes que je vous explique qu'est-ce qu'elle fait, cette Chambre cantonale des agents généraux. C'est les agents généraux du canton qui, 4 à 5 fois par année, se réunissent. On a plusieurs objectifs, on aborde plusieurs problématiques. On est concurrents, notez, mais on tient à ce que cette concurrence soit saine et surtout, jamais au détriment de nos clients. Donc, jamais à votre détriment. La deuxième chose, c'est qu'on a des partenaires, on a des parties prenantes, on n'est pas tout seul. Mais on ne va pas chacun son tour aller voir le service des autos, on ne va pas chacun son tour aller voir le service des contributions, et puis on ne va pas chacun son tour aller voir les CAP. Donc, on est ensemble pour privilégier nos clients, défendre nos clients auprès de ces différentes institutions. Voilà à quoi sert la Chambre. Notez au passage qu'on s'entend très bien, ce n'est pas partout la même chose, donc je tenais aussi à le dire. Si on rentre un peu dans le vif du sujet, vous avez raison, là il faut des bons yeux, donc on va faire un peu autrement. On est partenaire avec les CAP. Donc il y a des choses qui se font par les CAP, et puis il y en a d'autres qui se font par nous. Et puis, des fois, on est ensemble. Si vous regardez le slide, je ne vais pas vous le lire, vous voyez ici 2 triangles. Attention. Attention, ça, c'est des éléments qui sont plutôt de l'apanage, donc si je les lis,
installation extérieure, machines, appareils et conduite. Ça, c'est des éléments qui sont plutôt l'apanage du privé. N'ayez pas peur de la croix. La croix, ça veut dire que l'ECAP là n'a absolument rien à voir. Ça concerne l'assurance ménage. Notez que ce n'est pas le cas dans le canton de Vaud, puisque dans le canton de Vaud, c'est également l'établissement cantonal qui s'occupe de l'assurance ménage. Si je passe au slide suivant, alors là, on va faire autrement. Du ressort de l'ECAP, vous avez la grêle, ouragan, inondation, glissement de terrain, poids et glissement de neige sur les toits, chute de pierres, avalanche et dolines. De l'autre côté, en ce qui concerne l'assurance privée, vous avez le revenu locatif. Alors, qu'est-ce que c'est que le revenu locatif, finalement? Si vous avez des locataires, et suite à un événement, ils ne peuvent plus habiter l'appartement, ça ne leur est plus possible, ils ne vont plus vous payer la location. Alors, évidemment, vous pouvez faire appel à la compréhension des banques, mais ce qu'on constate généralement, c'est qu'il faut quand même continuer à payer les intérêts passifs. Donc, c'est une couverture complémentaire qu'on vous propose. Mais notez qu'il y a pas mal de contrats qui ne l'ont pas. Alors, je viendrai à la fin concernant vos propres contrats. Dommages aux alentours, ça c'est les aménagements extérieurs. Il y a encore quelques années, c'est une couverture que presque personne n'avait. Mais je crois que les gens commencent à comprendre que l'aménagement extérieur, ce n'est pas un détail et puis que ça vaut la peine. Ça vaut surtout la peine parce que si vous ne les avez pas, vous demandez une offre, vous verrez que finalement, pour avoir cette couverture, c'est quelques dizaines de francs par année. Après, évidemment, c'est à vous de choisir comment vous voulez investir vos primes d'assurance. Outils, appareils et matériels, roussissement au store, frais domestiques, tout ça, c'est également des éléments qui sont l'apanage du privé. Et puis, tremblement de terre. Alors, je vais vous faire un aveu, on le propose systématiquement à nos clients. Mais alors, ça à croire que personne n'est inquiet. Hein? Personne. On le vend de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est un refus. Alors, je ne sais pas, il faudra qu'on regarde avec les CAP si eux, ils ont des arguments un peu plus probants que les nôtres. Mais pour l'instant, on n'est pas dans le coup, là. Je ne sais pas si c'est dû peut-être à la région, certainement, peut-être des éléments. Et puis, on a également différents compléments. Ce qu'on a constaté vous avez vu des exemples d'événements, ce qu'on a constaté, nous, assureurs, alors, Dieu merci, il y avait pas mal de personnes qui étaient bien assurées. Mais on doit quand même vous dire qu'on a été étonnés par le nombre de polices qui n'étaient pas parfaites, notamment au niveau des sommes. Assez souvent, les sommes d'assurance étaient à minima. Alors, quand les contrats étaient parfaits, on se faisait vraiment une joie de payer. Puis, ma foi, quand les contrats n'ont pas des montants importants ou alors n'ont pas les couvertures, évidemment, voilà, il n'y a pas de couverture, on ne paye pas. Ne serait-ce que vis-à-vis de ceux qui ont la couverture et qui ont payé d'ailleurs. Ce n'est pas de la méchanceté. Donc, je tiens à vous dire, il y a aussi peut-être un élément qui n'est pas directement lié à ça, mais sur lequel j'aimerais vous rendre aussi attentif. On a eu pas mal de problèmes ces derniers temps avec les conduites. Les frais de dégagement de conduite et de recherche. Vous avez encore pas mal de contrats dans les compagnies qui sont limités dans les montants. Et puis, on croit que 10 000 francs, c'est beaucoup, mais parfois, 10 000 francs, ce n'est pas assez, en fait. Donc ça, c'est des éléments qu'on a vus, puis c'est des éléments sur lesquels je voulais vous rendre attentifs. On m'a demandé d'être bref. Effectivement, c'est le cas. Je vais être très bref. Mais finalement, l'objectif de mon intervention, si en sortant d'ici, vous vous dites, il faut quand même que je revoie mon contrat. Je vous rappelle, les sommes et les couvertures complémentaires. J'aurai réussi. Et puis si vous revoyez votre contrat, puis c'est parfait, on a parlé d'émotion au début de la séance, émotionnellement c'est parfait. Vous pouvez dormir tranquille. Bien sûr, on espère que rien n'arrive. Tout le monde espère que rien n'arrive. Nous aussi d'ailleurs, je ne vous le cache pas. Vous pourrez dormir tranquille, sachant que vous avez fait le nécessaire. Donc voilà, ma réussite dépend de l'état d'esprit avec lequel vous allez sortir d'ici et la volonté que vous aurez de mettre à jour vos contrats d'assurance. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Alors, avant de passer à la partie des questions-réponses, nous allons accueillir Madame Catherine Jacot, qui est experte en prévention éléments naturels à l'ECAP et qui va nous éclairer sur le subventionnement. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, pas mal de choses ont été dites ce soir. Reste un point relativement important, c'est le subventionnement. Donc, je vais un petit peu vous éclairer à ce sujet. Donc, pour rappel, on a un budget de 4 millions de francs à disposition pour cette campagne. Ce fonds va se terminer une fois que la campagne la campagne va se terminer une fois que le fonds sera épuisé, mais au plus tard, dans 5 ans, soit le 31 décembre 2028. Voilà. Cette campagne, donc, elle a débuté le 1er mai dernier et puis va se dérouler sur 5 ans. La marche à suivre pour une demande de subventionnement. Je pense que le premier point, la première question à vous poser, c'est vous qui pouvez vous la poser, c'est est-ce qu'il y a des points faibles dans mon bâtiment? Donc, comme plusieurs personnes l'ont mentionné ce soir, est-ce que j'ai un seau de l'eau, une porte de garage par où l'eau pourrait rentrer? Et puis, donc, à partir de là, si la réponse est oui, eh bien, vous pourriez y remédier. Donc, comment? Déjà, dans un premier temps, je vous invite à consulter le règlement de subvention qui est dédié à cette campagne. Ce règlement, on le trouve sur le site internet pasdansmamaison.ch. On le trouve aussi sur le site internet de l'ECAP. Et puis, si vous n'avez pas accès à Internet, on peut toujours vous le fournir par papier. Dans ce règlement, vous pourrez prendre connaissance justement du catalogue des mesures éligibles, et c'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble maintenant. Quelles sont ces fameuses mesures? Donc, nous avons tout ce qui est obturation ou étanchéification de ces ouvertures, que ça soit étancher par exemple un seau de l'eau, mise en place d'une porte ou d'une fenêtre étanche. C'est aussi, par exemple, protéger une entrée de garage avec un portail rabattable, ce qu'on peut appeler un clap shot, où il y a au bout d'un moment un flotteur qui permet de dire « Ah ben voilà, là on est en situation de danger » et le portail se relève. Il y a aussi ces mesures mobiles qu'on doit mettre en place avec des mesures un peu organisationnelles. Je veux parler par là des fameux bâtardeaux. Donc, c'est ces planches en métal qu'on peut placer devant une porte, par exemple. Mais il y a 2-3 choses à coordonner. D'une première chose, la mise en place de ces éléments. Quelqu'un devra être là le moment voulu. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, il faudra aussi les stocker, ces fameuses planches. Donc, il faudra trouver un endroit, pas à la cave ou derrière un tas de chenilles, si je puis dire. Mais voilà, c'est des petites choses qu'il faudra mettre en place. Et puis après, on a bien sûr toutes les mesures de surélévation. Surélévation d'un seau de l'eau, comme le disaient bien les ingénieurs, mais aussi surélévation d'une entrée de garage, d'une fenêtre, d'un seuil, etc. Tout ce qui est aussi les socles des pompes à chaleur ou des éléments techniques qui peuvent se trouver à l'extérieur, par exemple une aération ou une ventilation en pied de façade, ça pourrait être des éléments que vous pourriez surélever. Et puis, on va aussi parler des buttes ou des digues qui sont aux abords immédiats des bâtiments, comme l'a démontré le bureau d'ingénieurs. Et peut-être dans ce dernier cas de figure, ça serait important de discuter avec les voisins, parce que quand on modifie son terrain, eh bien, ça va peut-être nous protéger, en effet, protéger son bâtiment, mais ça risque de mettre l'eau chez le voisin, et ça, c'est pas toujours sympa. Alors, ça serait peut-être judicieux de discuter avec le voisinage pour mettre en place une mesure coordonnée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pourra être subventionné par l'ECAP. Voilà.
Donc ces mesures-là, elles seront subventionnées à hauteur de 50%. Peut-être quelques exemples vraiment concrets. Donc là, vous pouvez voir des surélévations de seaux de l'eau qui peuvent être aménagés avec des bancs, comme vous pouvez le voir sur la photo du milieu. La photo du bas, c'est la surélévation de couvercles de canalisation, de pompes à chaleur et d'éléments techniques mis à l'extérieur. Et puis, sur la photo de droite, la surélévation d'un seuil, le seuil d'une cave en l'occurrence. Avant, le seuil il était à même le sol, donc à même la hauteur des cailloux. Et puis, une quinzaine de centimètres vont suffire pour protéger la cave. Autre mesure, autre exemple, ici un portail pour protéger une entrée un accès à un parking souterrain. Aussi pour protéger une entrée de bâtiment. Et puis, sur la photo centrale du bas, une fenêtre étanche pour protéger un seau de l'eau. Et puis, la photo d'ici en bas à droite, ce fameux clapshot qui permet, en position quand il n'y a pas de danger, on peut marcher dessus. C'est une planche en métal qui est à même le sol. Et puis, en situation de danger, il y a un flotteur qui permet de relever cette plaque. Voilà. Autre réalisation, ces fameux bâtards d'eau dont je vous parlais avant. Donc, en effet, il faut trouver un endroit pour les stocker. Il faut quelqu'un qui les mettra en place. Et puis, sur la photo où on voit une porte d'entrée, en situation normale, on a juste deux coulisseaux de chaque côté. Ça gêne pas trop, donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait, à mon avis, qui est tout à fait acceptable. Voilà. D'autres exemples encore, par exemple là on est plutôt dans l'aménagement extérieur, donc la mise en place de bordures et de ces fameuses digues ou boudins, digues, aux alentours des bâtiments, là par exemple en bordure de zone agricole pour protéger un quartier d'habitation. Et puis sur la photo d'en haut à droite, juste une contrepente qui permet, la photo où c'est goudronné, donc une contrepente qui permet de garder l'eau sur la route. Voilà, et puis encore deux mesures, donc un ondin en construction, et puis sur la photo de droite, on voit aussi une grille qui a été aménagée, mais à l'endroit où... à l'endroit ici où il y a du gravier, il y a justement un bâtard d'eau qui est prévu de mettre en cas de nécessité. Voilà pour ce qui est des exemples de réalisation. Il y a quand même un montant maximal justement à ces subventions. Donc, la totalité des subventions qui seront accordées dans le cadre de cette campagne ne pourront pas être au-dessus des 2% de votre valeur assurée. Je pense quand même que on peut aller un bon bout avec cet article. Il y a aussi des mesures encore éligibles pour ce qui est des mesures quand vous avez besoin d'un ingénieur, donc des honoraires et des frais d'études. Parce que bien sûr, ce n'est pas toujours facile en tant que propriétaire de savoir quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place. Donc là aussi, dans un premier temps, ces études elles seront subventionnées à hauteur de 50%. Et puis, si vous décidez de faire les travaux, donc de mettre en place ces mesures conformément à ce qui a été prévu initialement, alors à partir de là, on subventionnera la deuxième partie, je dirais, donc ce qui fait au total 100% de subvention pour ces études, avec tout de même un montant plafond à 10 000 francs. Voilà. Est-ce que je dois demander un permis de construire une fois que j'envisage éventuellement ces travaux? Alors, on va dire que pour tout ce qui est petite mesure, donc rehaussement de seau de l'eau, changement de porte en porte étanche ou en fenêtre étanche, non, il n'y a pas de besoin de permis de construire, mais sauf peut-être si vous êtes dans un bâtiment historique, alors là, on vous conseille vivement de demander en tout cas à la commune, et puis probablement que vous devrez mettre à l'enquête. Et puis aussi, quand vous modifiez le terrain,
Alors aussi, à partir de là, je pense que c'est nécessaire de se renseigner, mais probablement qu'une mise à l'enquête sera nécessaire. Il y a bien sûr des mesures non éligibles. Alors, c'est les mesures contre l'infiltration à travers l'enveloppe du bâtiment. Ça, c'est des mesures qu'on ne subventionnera pas. Et aussi tout ce qui est correction et défaut de construction. Et puis, le refoulement des canalisations, donc les mesures contre ce phénomène. Tout ça. Et puis, encore une chose, tout ce qui est des mesures qui seront imposées dans un permis de construire. Voilà, ça c'est quelque chose où nous ne pourrons pas rentrer en matière. Voilà, maintenant passons peut-être aux documents qu'il faudra nous transmettre en cas de cas simple. Qu'est-ce qu'on entend par cas simple? C'est à chaque fois que vous n'avez pas besoin d'un ingénieur, d'un bureau d'études, etc. Donc, quand vous-même, vous décidez de nous soumettre une demande. Justement, vous pourrez, sur le site internet Pas dans ma maison, il y a le formulaire, la demande en fait de subvention, que vous pourrez remplir, soit directement online, ou bien vous pouvez l'imprimer et nous la transmettre par courriel ou par courrier. Il faudra y joindre les plans et les photos de la situation existante, des plans de ce que vous envisagez, et puis bien sûr un devis afin qu'on puisse, déjà que vous puissiez estimer vos travaux, et puis qu'on puisse établir le calcul. Une fois que vous aurez tous ces renseignements, alors vous pouvez, tous ces documents, vous pourrez nous les transmettre. Les documents à transmettre en cas de cas complexe, donc on entend par là quand vous avez fait appel à un bureau d'ingénieur, c'est un peu le même principe, remplir la demande de subvention avec l'offre d'honoraires pour le concept. Et puis, peut-être que les plans et les photos feront partie intégrante du concept établi par l'ingénieur. Sinon, il faudra les joindre. Et puis, là, encore une fois, vous pourrez nous transmettre tout ça. Attention, petit rappel, il faudra quand même attendre la promesse de notre part qu'on vous aura fait parvenir avant de débuter les travaux. L'évaluation et la promesse. Donc nous, on va recevoir votre demande, on va l'analyser dans les meilleurs délais. Une fois que ça aura été analysé, on va vous transmettre donc une promesse, une confirmation par écrit, et c'est seulement à partir de là que que vous pourrez débuter les travaux conformément à ce que vous avez prévu. Petit aspect pratique, la validité d'une promesse dure 2 ans. Bien sûr que vous pouvez toujours nous faire une demande par écrite pour une prolongation, mais avant l'échéance de cette dernière. Voilà, vous avez effectué les travaux, mis en place vos bâtards d'eau, vos bordures, etc. C'est le moment de payer. Donc, vous pourrez retourner sur le site internet pasdansmamaison.ch et il y aura mis en ligne à ce moment-là, il n'est pas encore en ligne à ce jour, mais ça ne saurait tarder, la demande de paiement de subvention. Et puis là aussi, il faudra y joindre vos factures, vos preuves de paiement, les photos de ce que vous aurez réalisé, et puis retransmettre tout ça à l'ECAP. Et puis, à partir de là, on fera quand même un contrôle et puis on pourra vous payer. Voilà, on pourra participer à ce qu'on vous avait promis. Vous avez encore des questions, vous avez besoin d'aide, tout n'est pas clair, ce qui est compréhensible. Donc, il y a toujours ce site internet pasdansmamaison.ch. Je vous invite à aller le consulter à plusieurs reprises, même si vous êtes déjà allé. Il va être alimenté de semaine en semaine avec une FAQ. Il y aura différentes choses qui vont être améliorées, et pas améliorées, mais ajoutées, je dirais. Et puis, si le site ne répond pas à vos questions, donc vous pouvez encore nous écrire un courriel à ecap.prevention@ne.ch ou bien alors nous écrire un courrier. Voilà, j'espère que j'étais assez claire et puis je passe la parole à Madame Mess. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Monsieur Brunner pour clôturer. Merci beaucoup. Peut-être juste 2 mots d'abord pour vous remercier de votre attention et de votre présence. Je crois que vous l'avez compris, la question aujourd'hui qui se pose n'est pas de savoir si ça va se produire, mais quand ça va se produire. Et c'est un petit peu le gros souci aujourd'hui.
Peut-être en vrac quand même 2 éléments. Le premier, ça a été relevé par plusieurs de nos intervenants, il y a une multitude d'acteurs qui sont impliqués. Donc c'est vrai qu'il y a des mesures qui sont prévues par la commune à Cressier, qui sont prévues dans d'autres communes également, mais c'est des mesures qui prennent du temps. Si on doit remonter des dossiers auprès de la Confédération pour obtenir des subventionnements, qui doivent être ensuite analysés aussi par le canton, c'est des choses qui prennent du temps. Ça a des impacts majeurs sur des portions de territoire importantes, mais il faut être patient. De l'autre côté, il y a des dangers, il y a des risques que vous avez à chacun pour vous une façon différente d'appréhender. Il va falloir à un moment donné décider si vous mettez en place une mesure à votre échelle ou si vous êtes disposé à attendre des mesures plus importantes. Ça, je crois que c'est des arbitrages qu'il faut faire et puis qui sont au cas par cas pour chaque région et chaque bâtiment. Ça, c'est le premier élément que je voulais relever. Le deuxième élément qui me paraît aussi important, et puis là, c'est une demande à votre égard que je fais au nom de mes collègues ici présents, c'est soyez patients. Excusez-moi, mais on a été un tout petit peu, je ne veux pas dire débordé, je ne veux pas dire submergé, parce que les termes seraient mal choisis, mais on a été un peu surpris par le succès de nos assemblées. Monsieur qui vient de Chaux-de-Fonds peut en témoigner aussi. Il y a certaines salles qui ont carrément débordé. On n'espérait pas autant de réactions positives de votre part. Tous ces dossiers qui vont nous parvenir devront être traités. On a prévu des solutions. On a prévu de pouvoir recourir à des ressources externes pour nous aider à faire ces analyses. Mais enfin, un tout petit peu d'indulgence serait apprécié de votre part. On va faire de notre mieux, je vous le promets, et toutes les demandes seront traitées. Mais ça pourrait prendre un tout petit peu plus de temps que ce que nous avons prévu. Nous ne savons pas à quelle vitesse vous allez réagir, dans quel délai on va recevoir des demandes de subventions et des dossiers. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va prendre en charge. Ça pourrait prendre un tout petit peu plus de temps que ce que vous le souhaitez. On s'en excuse d'ores et déjà. Et puis là-dessus, il me reste à remercier ces messieurs, dames qui sont intervenus ce soir, à vous remercier, vous, et puis à vous souhaiter d'ores et déjà un bel été, les pieds au sec. Merci beaucoup.